Dièse chapitre 1, les murmures de l'Arctique. Le navire de recherche Lumière fendait les eaux glacées de l'Arctique, son étrave d'acier traçant un sillon dans une mer étrangement dépourvue d'icebergs. Le capitaine Léon Marceau, debout sur la passerelle, scrutait l'horizon avec une inquiétude grandissante. Après 30 ans de navigation dans ces eaux polaires, jamais il n'avait vu l'océan si dégagé, si vide. Les membres d'équipage chuchotaient entre eux, mal à l'aise face à ce paysage inhabituel. La docteure Élise Dupont, climatologue respectée, rejoignit le capitaine sur le pont. Ses yeux verts reflétaient la même préoccupation que celle de Léon. « Capitaine, dit-elle doucement, les relevés de température sont alarmants. La glace fond plus vite que nos modèles ne l'avaient prédit. » Elle lui tendit une tablette affichant des graphiques aux courbes inquiétantes. L'équipage du Lumière était parti pour une mission de routine, étudier l'impact du réchauffement climatique sur l'écosystème arctique. Mais depuis leur départ de Trøm, en Norvège, quelque chose semblait différent. Les instruments de mesure émettaient des signaux contradictoires, et les animaux marins habituellement présents dans la région brillaient par leur absence. Jean-Luc Perrin, le chef mécanicien, émergea de la salle des machines, son front luisant de sueur malgré le froid polaire. « Capitaine, les sonars captent quelque chose d'étrange. Des vibrations que je n'ai jamais entendues auparavant. » Il tripotait nerveusement sa casquette, un tic qui trahissait son inquiétude. Soudain, un mouvement dans l'eau attira leur attention. Un ours polaire nageait vers le navire, ses puissantes pattes fendant la surface avec détermination. Ce n'était pas un comportement normal, les ours évitaient généralement les navires. Celui-ci semblait différent. Il rugissait, frappait l'eau, et ses yeux semblaient porter un message. La docteure Dupont sortit précipitamment ses jumelles. « C'est une femelle, annonça-t-elle, et son comportement est fascinant. On dirait qu'elle essaie de communiquer. » L'ours continua sa approche, grattant la coque du navire avec une insistance déconcertante. C'est alors qu'ils le virent. Sur un bloc de glace distant, immobile comme une statue de givre, se tenait un loup arctique. Sa présence, incongrue si loin en mer, ajoutait une nouvelle couche de mystère à la situation. Le loup les observait fixement, comme s'il attendait quelque chose. Le capitaine Marceau prit une décision qui allait changer le cours de leur expédition. « On suit l'ours, ordonna-t-il, sa voix grave résonnant sur la passerelle. Quelque chose se passe ici, quelque chose qui dépasse notre compréhension actuelle. » Alors que le Lumière modifiait son cap, personne à bord ne pouvait imaginer que cette décision les mènerait à une découverte qui remettrait en question non seulement leur mission, mais aussi leur compréhension de l'Arctique lui-même. Dans les profondeurs glacées, quelque chose d'ancien s'éveillait, quelque chose que la fonte des glaces avait perturbé après des siècles de sommeil. Dièse chapitre 2, les secrets de la glace. Le Lumière progressait lentement dans les eaux arctiques, suivant l'ours polaire qui continuait de les guider avec une détermination déconcertante. La docteure Élise Dupont, installée dans le laboratoire du navire, analysait frénétiquement les données collectées. Les relevés indiquaient des anomalies magnétiques inexplicables dans la région, des perturbations qui ne correspondaient à aucun phénomène connu. « Regardez ça, dit-elle en montrant ses écrans à Jean-Luc. Ces variations, c'est comme si quelque chose sous la glace émettait un signal. » Le chef mécanicien se pencha sur les graphiques, fronçant les sourcils. Les instruments détectaient des impulsions régulières, presque rythmiques, comme un battement sourd venant des profondeurs. Sur le pont, le capitaine Marceau observait le loup arctique qui les suivait en parallèle, sautant de bloc de glace en bloc de glace. L'animal semblait synchroniser ses mouvements avec ceux de l'ours, comme dans une étrange chorégraphie. En 30 ans de navigation, je n'ai jamais vu une telle coordination entre des espèces différentes, murmura-t-il à Sophie Laurent, la biologiste de l'équipe. Sophie, qui documentait chaque instant avec son appareil photo, partageait son étonnement. C'est contre nature, capitaine. Les loups arctiques et les ours polaires ne collaborent pas. C'est comme s'ils répondaient à un appel que nous ne pouvons pas entendre. À mesure qu'ils avançaient, l'environnement changeait subtilement. Les rares blocs de glace qu'ils croisaient présentaient des motifs étranges, des marques géométriques qui ne pouvaient être naturelles. La docteure Dupont prélevait des échantillons, découvrant que la composition chimique de la glace elle-même était altérée. Un cri strident déchira soudain l'air glacé. Sur la passerelle, l'équipage se figea. Le son ne ressemblait à rien de connu, ni mammifère marin, ni oiseau arctique. Il semblait venir de partout et de nulle part à la fois. L'ours s'arrêta brusquement, dressé sur ses pattes arrière, comme en réponse à cet appel mystérieux.
Il y a quelque chose là-dessous, murmura Jean-Luc, les yeux rivés sur ses instruments. Les sonars détectent une structure, mais c'est impossible. À cette profondeur, avec ces dimensions. Sa voix se perdit dans le silence tendu qui régnait sur le navire. Le capitaine Marceau ordonna un arrêt complet. Le lumière dérivait maintenant doucement, entourée d'une brume qui s'était levée de manière inexplicable. À travers la brume, il distinguait des lueurs sous-marines, des flashs bleutés qui illuminaient les profondeurs par intermittence. Sophie, qui étudiait les comportements animaux depuis des années, nota quelque chose d'encore plus troublant. Des groupes de phoques et de morses convergeaient vers leur position, formant un cercle autour du navire. Leur comportement était organisé, presque cérémoniel. C'est comme s'ils gardaient quelque chose, suggéra-t-elle, sa voix tremblante d'excitation et d'appréhension. La docteure Dupont, analysant les dernières données, fit une découverte qui glaça le sang de l'équipage. Ces signaux, ils forment un motif. Un motif qui se répète depuis des siècles, enregistré dans les couches de glace. Ce n'est pas récent, c'est ancien, très ancien. Et le réchauffement climatique est en train de le révéler. Le capitaine Marceau, debout à la proue du navire, observait l'ours qui les avait guidés jusqu'ici. L'animal semblait attendre, comme si sa mission n'était pas encore terminée. Le loup arctique, toujours présent, émit un long hurlement qui résonna dans l'air glacé. Et sous leurs pieds, dans les profondeurs de l'océan Arctique, quelque chose d'ancien commençait à s'éveiller. Dies chapitre 3, l'éveil des profondeurs. Les lueurs sous-marines s'intensifièrent, créant un spectacle hypnotique qui captivait l'équipage du Lumière. La docteure Élise Dupont, penchée sur ses instruments, remarqua que les impulsions magnétiques suivaient désormais un schéma précis, comme une séquence mathématique complexe. « Ce n'est pas aléatoire, murmura-t-elle, ses doigts pianotant rapidement sur son clavier. On dirait un langage. » Sophie Laurent, qui surveillait le comportement des animaux marins, nota un changement significatif. Les phoques et les morses qui encerclaient le navire commencèrent à plonger et réapparaître selon un motif synchronisé, comme s'ils participaient à une danse millénaire. L'ours polaire, toujours présente, émettait de faibles grognements, ses yeux fixés sur un point précis des profondeurs. Le capitaine Marceau ordonna le déploiement du ROV, Remote Operated Vehicle, leur drone sous-marin équipé de caméras haute définition. « Nous devons voir ce qui se trouve là-dessous, décida-t-il, sa voix trahissant un mélange d'appréhension et de curiosité scientifique. Jean-Luc Perrin prit les commandes du ROV, le guidant délicatement dans les eaux sombres. Les images qui apparurent sur les écrans de contrôle laissèrent l'équipage sans voix. À environ 100 mètres de profondeur, une structure géométrique parfaite émergeait des sédiments marins. Ses parois, lisses comme du verre, réfléchissaient la lumière des projecteurs du ROV, créant ces étranges lueurs qu'ils avaient observées depuis la surface. « C'est impossible, souffla la docteure Dupont, ajustant ses lunettes. Ces formations, elles ne peuvent pas être naturelles. La datation préliminaire suggère qu'elles sont là depuis des milliers d'années. » Elle pointa du doigt des inscriptions gravées dans la structure, des symboles qui ne correspondaient à aucune écriture connue. Soudain, le ROV captura quelque chose d'encore plus extraordinaire. Dans une cavité de la structure, des cristaux émettaient une faible luminescence pulsatile, exactement au même rythme que les battements détectés par leurs instruments. « Les cristaux, murmura Sophie, ils agissent comme un phare pour les animaux. C'est pour ça qu'ils se comportent si étrangement. » Le loup arctique, qui les observait depuis le début, émit un nouveau hurlement, différent cette fois. En réponse, l'ours polaire se dressa sur ses pattes arrière et frappa la surface de l'eau 3 fois. Au même moment, les instruments du navire s'affolèrent, enregistrant un pic d'activité magnétique sans précédent. « Quelque chose se passe, annonça Jean-Luc, les yeux rivés sur les écrans de contrôle. Les cristaux brillaient maintenant plus intensément, leur lumière pulsant comme un cœur ancien se réveillant d'un long sommeil. La structure elle-même semblait vibrer, envoyant des ondes qui faisaient trembler légèrement la surface de l'océan. La docteure Dupont, analysant frénétiquement les données, fit une découverte stupéfiante. Ces cristaux, ils ne sont pas simplement lumineux. Ils émettent des fréquences précises, des séquences qui correspondent exactement au schéma de migration ancestraux des animaux arctiques. C'est comme si cette structure était un ancien système de navigation. Le capitaine Marceau, comprenant l'ampleur de leur découverte, ordonna la mise en place d'un périmètre d'observation permanent. Cette structure mystérieuse n'était pas simplement un vestige du passé, elle était active, vivante d'une certaine façon, et les animaux de l'Arctique semblaient en être les gardiens depuis des millénaires. Dies chapitre 4,
les gardiens du Nord, la découverte de la structure sous-marine avait transformé le Lumière en une ruche d'activité frénétique. La docteure Élise Dupont, assistée de son équipe, travaillait sans relâche pour décoder les séquences émises par les cristaux. Les symboles gravés sur la structure commençaient à révéler des motifs récurrents, suggérant un système de communication sophistiqué. « Regardez ces configurations », expliqua-t-elle au capitaine Marceau, pointant du doigt une série de projections holographiques. Ces symboles ne sont pas statiques. Ils changent subtilement en fonction des mouvements des marées, des phases lunaires, et même des variations du champ magnétique terrestre. Ses yeux brillaient d'excitation derrière ses lunettes embuées. Sophie Laurent, qui n'avait pas quitté son poste d'observation, remarqua un phénomène encore plus intrigant. Les animaux autour du navire s'organisaient maintenant en formation complexe, comme s'ils suivaient une chorégraphie millénaire. L'ours polaire et le loup arctique restaient les figures centrales de ce ballet mystérieux, leurs mouvements parfaitement synchronisés avec les pulsations des cristaux. Jean-Luc Perrin, manipulant les commandes du ROV avec une précision chirurgicale, découvrit une série de chambres adjacentes à la structure principale. « C'est comme une sorte de réseau », murmura-t-il, guidant la caméra à travers les corridors cristallins. Ces passages, ils suivent les principaux courants océaniques de l'Arctique. La docteure Dupont, analysant les dernières données, eut une révélation qui fit frissonner l'équipage. Ces structures ne sont pas simplement un système de navigation, dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. C'est un réseau de communication écologique complet. Les anciens habitants de l'Arctique ont créé un système qui permet aux animaux de s'adapter aux changements environnementaux majeurs. Le capitaine Marceau, observant les écrans de contrôle, comprit soudain l'ampleur de leur découverte. Les cristaux n'émettaient pas simplement de la lumière, ils transmettaient des informations vitales sur les changements des courants marins, la formation et la fonte des glaces, les routes migratoires sûres. C'était un système d'adaptation écologique vieux de plusieurs millénaires. Un nouveau phénomène attira leur attention. Des aurores boréales commencèrent à danser dans le ciel arctique, leurs couleurs changeantes semblant répondre aux pulsations des cristaux sous-marins. La docteure Dupont nota que les variations magnétiques s'intensifiaient, créant un lien visible entre le ciel et les profondeurs. Les anciens peuples de l'Arctique, murmura Sophie, ils n'ont pas seulement créé un système de navigation. Ils ont construit un réseau vivant, un système qui permet à la nature de s'adapter et d'évoluer face aux changements climatiques. Elle observa l'ours polaire qui, majestueuse, semblait monter la garde devant cette merveille technologique ancestrale. Jean-Luc, suivant un nouveau signal sur ses écrans, dirigea le ROV vers une chambre jusque-là inexplorée. Ce qu'ils y découvrirent laissa l'équipage sans voix, une carte tridimensionnelle de l'Arctique, composée de cristaux luminescents, montrant non seulement la topographie actuelle, mais aussi les changements prévus pour les siècles à venir. Dies chapitre 5, l'héritage des anciens. La carte cristalline découverte dans la chambre sous-marine projetait des images holographiques d'une précision stupéfiante. La docteure Élise Dupont, fascinée, remarqua que les projections montraient non seulement l'état actuel de l'Arctique, mais aussi ses transformations futures. « C'est extraordinaire », murmura-t-elle, ces cristaux ont été programmés pour anticiper les changements climatiques sur des milliers d'années. Le capitaine Marceau, étudiant les données avec attention, comprit que leur découverte dépassait largement le cadre d'une simple mission scientifique. La structure sous-marine n'était pas qu'un vestige du passé, c'était un système d'adaptation écologique toujours actif, guidant la faune arctique à travers les bouleversements climatiques. Sophie Laurent, qui continuait d'observer le comportement des animaux, nota un changement significatif. L'ours polaire s'était approché du navire, mais cette fois, son attitude était différente. Elle semblait vouloir leur montrer quelque chose. Le loup arctique, toujours présent, émit un long hurlement qui résonna comme un signal. Les relevés magnétiques s'intensifient, annonça Jean-Luc depuis la salle des machines. Les cristaux de la structure principale pulsaient maintenant avec une fréquence accrue, créant des motifs lumineux qui se reflétaient jusqu'à la surface de l'océan. Les aurores boréales au-dessus d'eux dansaient en synchronisation parfaite avec ces pulsations. La docteure Dupont, analysant les nouvelles données, fit une découverte bouleversante. Ces cristaux, dit-elle, sa voix tremblante d'émotion, ils ne font pas que guider les animaux. Ils sont en train de s'adapter, de modifier leur fréquence pour répondre aux changements actuels de l'Arctique. C'est un système vivant, qui évolue. Le ROV, guidé par Jean-Luc, explora une nouvelle section de la structure. Les images révélèrent une série de chambres interconnectées, chacune remplie de cristaux aux propriétés uniques. C'est comme une bibliothèque vivante, suggéra Sophie,
chaque cristal contient des informations spécifiques sur différents aspects de l'écosystème arctique. Soudain, l'ours polaire plongea dans l'eau et remonta avec quelque chose dans sa gueule. C'était un fragment de cristal, différent de ceux de la structure principale. La docteure Dupont, l'examinant avec précaution, réalisa que ce cristal contenait des informations sur des routes migratoires anciennes, des chemins sur à travers la glace qui n'existaient plus. Le capitaine Marceau comprit alors la véritable nature de leur découverte. Cette technologie ancestrale n'était pas simplement un système de navigation, c'était un héritage laissé par une civilisation ancienne, conçue pour protéger et guider la vie arctique à travers les âges. Les animaux n'étaient pas simplement des utilisateurs du système, ils en étaient les gardiens, transmettant cette connaissance de génération en génération. Les instruments du navire captèrent soudain une nouvelle séquence de signaux, plus complexe que toutes les précédentes. La structure sous-marine semblait réagir à leur présence, comme si elle reconnaissait enfin en eux des alliés potentiels dans sa mission millénaire de préservation. Dies chapitre 6, le pacte arctique. La révélation finale du système cristallin changea à jamais la compréhension de l'équipage du Lumière sur l'Arctique. La docteure Élise Dupont, travaillant sans relâche, réussit enfin à décoder la dernière séquence de signaux. Ce qu'elle découvrit dépassait leurs plus folles espérances. C'est un message, expliqua-t-elle, les yeux brillants d'émotion. Les anciens savaient que leur civilisation disparaîtrait, mais ils ont créé ce système pour que leur sagesse perdure. Ils avaient prévu les changements climatiques, et ils ont laissé derrière eux les outils nécessaires pour y faire face. Le capitaine Marceau observait l'ours polaire et le loup arctique qui, côte à côte maintenant, regardaient l'équipage avec une intelligence presque surnaturelle. Sophie Laurent comprit alors quelque chose d'extraordinaire. Les animaux ne sont pas simplement guidés par le système, ils en font partie intégrante. Ils sont les gardiens vivants de cette technologie ancestrale. Jean-Luc, depuis la salle de contrôle, confirma que les cristaux émettaient maintenant un nouveau type de signal. La structure sous-marine semblait s'adapter, intégrant les données modernes collectées par le Lumière à son ancien système. C'est comme si elle apprenait de nous, murmura-t-il, tout en nous enseignant. La docteure Dupont, analysant les dernières données, fit une annonce qui allait changer le cours de leur mission. Ce système n'est pas qu'un héritage du passé. C'est une invitation à collaborer. Les anciens ont créé un pont entre leur temps et le nôtre, nous confiant la responsabilité de préserver et d'adapter leur technologie pour les générations futures. Le capitaine Marceau prit alors une décision historique. Le Lumière établirait une station de recherche permanente dans la région, travaillant en harmonie avec les gardiens animaux pour étudier et protéger ce système unique. Nous sommes devenus partie intégrante de cette histoire millénaire, déclara-t-il à son équipage. L'ours polaire, comme comprenant la portée de ce moment, s'approcha une dernière fois du navire. Dans ses yeux, l'équipage put lire une sagesse ancestrale, un lien profond entre le passé et le présent. Le loup arctique émit un dernier hurlement, qui résonna comme une bénédiction à travers l'immensité glacée. Alors que le soleil de minuit baignait la scène d'une lumière dorée, les aurores boréales dansèrent dans le ciel, créant un spectacle magnifique qui semblait célébrer cette nouvelle alliance entre l'homme et la nature. La découverte du Lumière ne marquait pas seulement une avancée scientifique, elle ouvrait un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité, un chapitre d'espoir et de collaboration avec les forces mystérieuses de l'Arctique. Chers auditeurs, cette histoire extraordinaire du Lumière et de ses découvertes dans l'Arctique nous rappelle que notre monde recèle encore des mystères fascinants, attendant d'être découverts. Pour continuer à explorer ces merveilles avec nous, nous avons préparé une série spéciale sur les secrets de notre planète. Vous la trouverez en cliquant sur le lien à gauche de votre écran. Si cette aventure dans les glaces vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime à cette vidéo. Chaque jour, nous partageons de nouvelles histoires qui repoussent les frontières de notre compréhension du monde. Rejoignez-nous dans les commentaires pour partager vos pensées sur cette découverte arctique fascinante. L'aventure continue, et d'autres mystères nous attendent. Film d'Ahistoria.